Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, on va faire un live pour répondre aux questions sur le cancer du sein. Je vais épingler ici la thématique, le cancer du sein. bonsoir, toutes celles qui se connectent. Pendant que j'épingle, les personnes peuvent se connecter. Donc bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live. Donc comme je le disais, je vais répondre à vos questions sur le cancer du sein. Est-ce que cette fois-ci vous m'entendez bien? Visiblement, il y avait des petits soucis de connexion et de son. Est-ce que cette fois-ci c'est mieux? Dites-moi si vous m'entendez et si vous me voyez bien avant que je commence. Ah mince. Ah, on m'entend pas? Parce qu'on m'a dit on va lire sur vos lèvres. On m'entend, ok. Donc ce soir, on va parler d'une thématique très importante, qui est le cancer du sein. Vous connaissez toutes et tous, je suppose, Octobre Rose, qui est le mois de la sensibilisation et de la prévention au cancer du sein. Alors il y en a qui n'entendent pas très bien. Le son est bizarre, ça c'est en décalé. Ouais, mais je pense que ça vient de l'application en fait, parce que des fois il y a des bugs. Parce que j'ai pas d'écouteurs, j'ai rien. Le son n'est pas synchro. Je vais voir si j'ai avec des écouteurs ce que ça fait. Non, je n'ai pas. Est-ce que c'est toujours pareil? Dites-moi si ça passe ou si la qualité est vraiment mauvaise au niveau du son. Parce que l'intérêt, c'est quand même que vous puissiez profiter de ce live. Alors, j'ai un oui. Oui, ça va, ça passe. J'entends très bien, ok. Bah écoutez, on va faire comme ça et puis on verra si pendant le live, il y a des soucis. Donc, thématique très importante, le cancer du sein. Je vais répondre à des questions auxquelles vous m'avez envoyé les jours précédents lorsque j'ai mis un sticker de foire aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre ici dans le chat et j'y répondrai. Donc déjà, le cancer du sein, la principale question qui revient souvent, c'est quels sont les principaux symptômes et surtout, est-ce qu'un cancer, ça fait mal? Alors, en général, il n'y a pas de douleur. On n'a pas mal lorsqu'on a un cancer du sein. Mais lorsqu'on a mal dans la poitrine et que c'est pas habituel, je vous invite quand même à aller consulter votre médecin, généraliste, sage-femme, généraliste, gynécologue ou sage-femme, pardon. Et lui fera un examen, il va vous examiner et puis il va vous prescrire au moins une échographie ou une mammographie en fonction de votre âge. Et on verra après quel est le meilleur examen en fonction de l'âge. Mais en théorie, un cancer, justement, c'est pour ça que c'est un peu dangereux, c'est que la plupart du temps, ça ne fait pas mal. Sinon, les autres symptômes, c'est lorsque vous allez sentir une boule au niveau de la poitrine, lorsque vous allez vous palper. Je vais vous montrer comment on palpe la poitrine. Donc pour la palpation, l'erreur qu'on fait la plus fréquemment, c'est qu'on va pincer le sein et en fait on va sentir la glande et on va se stresser parce qu'on va avoir l'impression de sentir quelque chose. Donc vraiment il faut prendre la main à plat et avec les 2 ou les 3 doigts, vous passez la main sur votre poitrine de tous les côtés de chaque cadran, en haut, sur les côtés externes, internes et en bas. Et vous faites ça des 2 côtés. Vous regardez aussi votre poitrine, s'il y a une plaque rouge qui n'est pas habituelle, si le mamelon il est rentré à l'intérieur alors que c'est pas habituel non plus, s'il y a des lésions au niveau de la poitrine, tout ça, ce sont des choses qui doivent vous alerter. Et il y a un petit signe qu'on peut voir dans certains cas, c'est lorsqu'on a la peau au niveau du sein qui est un petit peu attirée vers l'intérieur. Ça fait comme une petite rétraction sur la peau. Ça peut être très discret, mais si vous voyez ça, c'est un signal d'alerte. Il faut absolument consulter rapidement votre médecin. Dans tous les cas, lorsque vous suspectez quelque chose dans la poitrine, il ne faut pas attendre 3-4 mois. Il faut vraiment consulter assez rapidement. Et enfin, vous regardez les aisselles, les ganglions de chaque côté. Vous soulevez les bras et vous regardez de chaque côté. Vous palpez pareil, toujours à plat, pour bien sentir s'il y a une boule ou s'il y a quelque chose. Alors, c'est pas parce qu'on sent une boule que c'est forcément quelque chose de cancéreux. Ça peut être quelque chose de parfaitement bénin. Coucou. Ça peut être parfaitement bénin, mais je vous invite, dès que vous voyez quelque chose d'anormal au niveau de vos seins qui n'est pas habituel, n'hésitez pas à consulter assez rapidement et votre médecin fera les examens nécessaires assez rapidement également. Lorsqu'on suspecte quelque chose au niveau du sein, on fait des examens assez rapides. Donc ça, c'était pour les principaux symptômes qui doivent vous alerter. Donc, je vous ai expliqué comment palper la poitrine.
En France, on a ce qu'on appelle un dépistage organisé de cancer du sein. Un dépistage organisé, ça veut dire que c'est la sécurité sociale qui vous envoie un courrier à partir de l'âge de 50 ans jusqu'à 74 ans pour faire des mammographies tous les 2 ans. Ce qu'il a de particulier ce dépistage, c'est que lorsque vous allez faire votre mammographie, elle va être relue par 2 radiologues pour vraiment être sûr qu'on ne passe pas à côté d'une lésion qu'on n'aurait pas vue. Est-ce qu'il faut faire des mammographies avant 50 ans? Alors c'est possible. Dans d'autres pays, ils le font avant 50 ans. Moi, j'ai tendance à le prescrire à partir de 40 ans parce qu'on sait qu'entre 40 et 50 ans, il y a aussi autant de cancers qu'après 50 ans. Donc c'est un choix. Si les patientes le refusent, c'est leur choix également. Mais moi, je les invite à quand même faire ce dépistage euh, pour vérifier qu'il n'y a pas de lésion. Sachant qu'on a des appareils maintenant de mammographie de plus en plus performants et qui nous permettent de dépister de plus en plus tôt des lésions. Et plus une lésion est petite, et plus sa prise en charge va être rapide. Je regarde si en même temps il y a des questions. Alors, il y avait des questions qui revenaient également sur quel risque on peut avoir d'avoir un cancer du sein. Donc le cancer du sein, il fait partie de ce qu'on appelle des cancers hormonodépendants. C'est-à-dire que c'est un cancer qui va être exposé aux hormones, et plus il va être exposé aux hormones, et plus il y a un risque de ce cancer et qu'il se développe. Les facteurs de risque hormonaux, c'est quoi? C'est par exemple avoir une puberté très précoce, ou une ménopause tardive, ou des grossesses tardives, ou par exemple une prise de traitement de contraception, de traitements hormonaux, mais sur une longue période, sur plus de 10 ans. Ça, ce sont des facteurs de risque hormonaux. C'est pas parce que vous avez ces facteurs de risque-là que vous allez forcément avoir le cancer. Et c'est pas parce que vous n'avez pas ces facteurs de risque-là que vous n'avez aucun risque d'avoir le cancer. Ce sont vraiment des probabilités statistiques. Donc au-delà du dépistage de l'échographie et de la mammographie, il y a vraiment des choses que l'on peut faire dans son mode de vie pour réduire le risque que l'on peut avoir de cancer du sein. Notamment l'alimentation, une alimentation qui va être riche en fibres, parce que les fibres ont une action antioxydante, donc ça va diminuer le risque de cancer. Une activité physique régulière, notamment par exemple de la marche tous les jours, une demi-heure par jour. Avoir un bon sommeil, il y a des études qui montrent que par exemple les professions où il y a des gardes la nuit, les personnes ont plus de risques d'avoir un cancer du sein. Les 40D favorisent le cancer du sein. Encore une fois, ce sont des choses qui vont vous protéger, comment dire, qui vont vous protéger, mais ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque en fait. En médecine, il n'y a pas de 0 de 100%. C'est quoi le risque de le faire aussitôt? Alors, faire aussitôt quoi? J'ai pas bien... Si tu peux juste préciser. Est-ce qu'il est intéressant de faire un test génétique en cas d'antécédent? Ça dépend. Si c'est par exemple, si c'est une personne dans la famille, si c'est la grand-mère qui a eu un cancer du sein à 70 ans, non, il n'y a aucun intérêt à faire une recherche génétique. On fait une recherche génétique lorsqu'il y a plusieurs personnes dans la famille qui l'ont eu et qui l'ont eu jeune, notamment avant 40 ans par exemple, ou avant 50 ans. S'il y a par exemple la mère, la tante et une cousine, oui, là il y a un intérêt à le faire si les personnes qui ont eu un cancer ont eux-mêmes fait le test génétique et sont atteintes du gène. Il faut savoir que dans le cancer du sein, il y a 2 gènes que l'on appelle BRCA1 et BRCA2, où il y a un risque très important d'avoir un cancer du sein. Et la surveillance, elle n'est pas du tout la même que pour les autres femmes. Ça va être une surveillance beaucoup plus rapprochée. Euh, dans ces cas-là, vous pouvez faire soit vous-même le test génétique, ou soit lorsque vous allez voir le spécialiste, il va faire une sorte d'arbre généalogique avec un calcul de probabilité de risque. Et en fonction de ce risque, on va vous dire oui, dans ce cas-là, il faut faire une surveillance très rapprochée. Surveillance très rapprochée, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de 25 ans, des examens tous les 6 mois, avec des échographies et des IRM. Alors, on ne fait pas de mammographie avant l'âge de 30 ans, c'est beaucoup trop jeune, parce que déjà, les seins chez les femmes jeunes, on voit très mal à la mammographie, on voit mieux à l'échographie et à l'IRM, et aussi, on ne peut pas faire de mammographie trop tôt parce que sinon ça fait trop de rayons, ça fait trop de radiation ionisante, et c'est un facteur de risque de développer un cancer. Donc on ne commence pas tôt. Et surtout que ça n'a pas vraiment montré d'intérêt. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions? En cas d'antécédent maternel, à quel âge doit-on commencer le dépistage?
Alors moi, je te conseillerais de le commencer à l'âge de 40 ans, tous les 2 ans, et ça suffit largement. Hop, je regarde. Est-ce que vous avez des questions? 13 ans de pilule et bingo, cancer du sein, hormonodépendant. Oui, alors maintenant on le sait que la pilule, la contraception, le traitement hormonaux, au-delà d'une dizaine d'années, sont un risque de cancer du sein. Alors après, est-ce que c'est ça qui a déclenché le cancer du sein? Ça, on le saura vraiment jamais, parce que les cancers, ils sont souvent multifactoriels. C'est jamais qu'une seule chose, c'est rarement une seule chose lorsque c'est génétique. Dans ce cas-là, on sait que ce sont les gènes qui ont favorisé l'apparition de cancer, mais sinon c'est souvent multifactoriel, c'est-à-dire c'est des facteurs de risque hormonaux, c'est l'hygiène de vie que l'on a, c'est le mode de vie, c'est la consommation de perturbateurs endocriniens qui sont cancérigènes. En fait, c'est un tout. À partir de quel âge doit-on considérer une puberté précoce? Alors, avant 11 ans, on dit que c'est une puberté précoce. Hop. Alors, je ne sais pas quelles autres questions avez-vous sur le cancer du sein. Donc, on a vu les signes cliniques. Donc, si vous avez mal, ça ne veut pas dire, c'est très peu probable que ce soit un cancer, mais allez consulter quand même. Essayez de vous auto-palper régulièrement. Je ne vous conseille pas de le faire tous les jours, ça sert à rien. Mais une fois par mois, ça suffit largement lorsque vous êtes sous la douche. Une fois par mois, pourquoi? Parce que à force de le faire de façon régulière, lorsqu'il y a une anomalie qui va apparaître, vous allez la sentir assez rapidement. Alors que si vous la faites tous les jours, vous risquez de ne pas la sentir. Et si vous la faites une fois tous les 6 mois, vous ne saurez pas vraiment si votre palpation elle est bonne ou pas. Bien sûr, je vous invite aussi à consulter votre gynécologue ou votre sage-femme ou votre médecin généraliste. Salut Mathieu, une fois par an pour le suivi classique. Est-ce que le stérilet hormonal ou l'implant contraceptif favorise le cancer du sein? Encore une fois, c'est comme les traitements hormonaux, c'est plus de 10 ans. Par rapport à la prise en charge, par rapport au traitement des cancers du sein, c'est un cancer qui se traite très très bien lorsqu'il est dépisté très tôt. La plupart du temps, ça va être un traitement chirurgical, c'est-à-dire qu'on va retirer juste la zone de la tumeur en chirurgie. On va faire une exploration au niveau des ganglions pour vérifier qu'ils ne sont pas touchés. Et après, en général, la patiente elle a ce qu'on appelle des comprimés pour bloquer au niveau hormonal, puisque c'est un cancer hormonodépendant. Donc à partir de là, tout moyen de contraception hormonale va être contre-indiqué. Et on va donner ce qu'on appelle une hormonothérapie pour bloquer les récepteurs des hormones sur la tumeur pour éviter que ça ne récidive. La chimiothérapie, elle est indiquée que dans certains cas, je ne vais pas dire exceptionnels, mais dans certaines indications bien précises, on va dire, notamment de cancers qui se multiplient très rapidement, qui ne sont pas les plus fréquents d'ailleurs. Et c'est dans ces cas-là qu'on va mettre de la chimiothérapie, parce que la chimiothérapie, elle va agir sur tout le corps, donc c'est un produit qu'on va injecter dans le sang et qui va tuer toutes les cellules dans le corps pour éviter justement que cette tumeur ne se multiplie. Et pour éventuellement la faire régresser de taille si elle est très grosse, pour pouvoir ensuite faire une opération pour conserver le sein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2023, on est très rarement à faire une ablation complète du sein dans le cadre d'un cancer du sein parce que grâce au progrès déjà du dépistage, on dépiste de plus en plus tôt, mais aussi des traitements. Maintenant, lorsque une tumeur elle est très grosse, on fait souvent de la chimiothérapie pour la faire diminuer de taille et pour pouvoir conserver le sein. Donc, on fait encore des ablations de sein, ça arrive, mais c'est de plus en plus rare. Si la probabilité est importante, est-ce qu'il est conseillé de faire mammectomie? Alors, la mammectomie, elle est proposée que lorsqu'il y a une mutation du BRCA1 et BRCA2. Donc, on peut proposer une mammectomie, c'est-à-dire une ablation du sein, avec une reconstruction immédiate, en général par prothèse, et on fait un suivi. Après, est-ce qu'elle est gênante pour les grossesses? Non, elle n'est pas du tout gênante. Ça ne gênera pas la grossesse. Il n'y aura pas l'allaitement, mais ça ne gêne pas la grossesse. L'implant mammaire favorise les cancers. Alors non, les prothèses mammaires, pour certaines prothèses mammaires, il y a un certain risque de cancer qui est très très rare, mais ce n'est pas des cancers du sein. Ah ah, j'aimerais que Rabat forme tous les médecins. Merci Mathieu. Alors les signes de cancer du sein, j'en ai parlé au début, donc je t'invite à réécouter le live, mais en gros c'est simple. Ça va être la palpation d'un nodule,
une éruption rouge sur le sein, un mamelon qui est rétracté, un écoulement par le mamelon ou une palpation d'un nodule au niveau axillaire. Mais tu peux regarder le début de la vidéo où j'ai détaillé cette partie-là. Alors après, si vous avez mal au niveau de la poitrine pendant l'ovulation ou en prémenstruel, ça c'est un autre problème, c'est un sujet plutôt hormonal et ça n'a rien à voir avec le cancer du sein. Sur IRM, peut-on apercevoir une anomalie? Alors l'IRM du sein, c'est pas ce qu'on prescrit le plus systématiquement ou en première intention. Ça va être surtout l'échographie et la mammographie. Et l'IRM, on va la garder pour chez les femmes jeunes, par exemple, ou les femmes qui ont un haut risque, et chez qui on va faire échographie plus IRM, par exemple, une fois par an. Mais il y a en fait, les radiologues ont des critères qui leur permettent de voir s'il y a une lésion suspecte en IRM. Le diagnostic, il se fait par des prélèvements, qu'on appelle une biopsie, c'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement. Bon, je reviens, il y a eu un petit bug sur le live précédent, donc on va continuer ici. Coucou tout le monde, on va faire une suite de live. Donc je disais que j'attends que les gens reviennent un petit peu quand même. Non, désolé, petit problème technique, je ne sais pas trop ce qui se passe ce soir. J'espère que le son va mieux d'ailleurs, en fait. Depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas redemandé. Vu que les personnes restent, je pense que c'est mieux. Voilà, voix et synchro, parfait. Bah, c'était un petit bug au début. Donc j'étais en train de dire que pour diagnostiquer, pour poser le diagnostic, donc il y a l'imagerie qui va permettre de voir s'il y a une lésion qui est suspecte. On a des critères en radiologie en fonction de l'échographie, de la mammographie et de l'IRM qui vont nous dire que cette lésion, elle est suspecte ou pas. Et lorsqu'une lésion est suspecte, il faut faire un prélèvement, donc une biopsie, ce qu'on appelle, et on va envoyer le tissu qu'on prélève en analyse, et le radiologue, le médecin du laboratoire qui va regarder le tissu va voir s'il y a des cellules cancéreuses. Et c'est comme ça qu'on peut diagnostiquer. Et après, il y a d'autres critères. Là, je vous la fais très simple, mais pour nous, on a des critères bien particuliers pour définir quel type de tumeur. Si c'est une tumeur agressive qui se multiplie très rapidement, si c'est une tumeur hormonodépendante, parce qu'il y a des tumeurs qui ne sont pas hormonodépendantes, et en fonction, on peut adapter notre traitement. En fonction de la taille également, de l'âge de la patiente. Si c'est une patiente jeune, on va peut-être faire plus de chimiothérapie qu'une patiente plus âgée. Il faut savoir qu'il existe des cancers du sein chez les hommes. Il y a 1% des hommes qui est touché par le cancer du sein, et ce sont souvent des cancers génétiques. C'est pour ça que lorsqu'il y a un cancer du sein dans la famille du côté paternel, on y fait un peu plus attention. Ça ne va pas forcément dire que c'est génétique et qu'il y a un risque, mais on va y faire plus attention. Coucou Magali. J'ai vu une question intéressante. Alors les calcifications ne sont pas toutes quelque chose de méchant. La plupart des calcifications, c'est bénin. Plus on va avancer en âge et plus il va y avoir des calcifications dans le sein. Mais il y a un certain type de calcifications qui vont être inquiétantes et qu'on va soit surveiller, ou soit on va faire directement un prélèvement pour vérifier que c'est pas cancéreux. Et puis il y a vraiment des lésions qui sont très 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 suspectes et pour lesquelles on fait le prélèvement pour confirmer, mais pour lequel on sait quasiment que ça va être un cancer. Une calcification, bah, c'est comme son nom l'indique, c'est une petite calcification dans la poitrine. Je ne peux pas expliquer plus que ça, c'est comme... Je pense qu'on a tout dit sur le cancer du sein. Est-ce que vous avez encore des questions sur le dépistage? Alors, je vous ai parlé du dépistage avec la mammographie. L'hygiène de vie est très importante. L'activité physique et l'alimentation sont très très importantes avec une alimentation qui va être riche en fibres et en produits en aliments antioxydants. Euh, et ne pas consommer des perturbateurs endocriniens. Alors il y en a partout, donc on ne pourra jamais avoir zéro exposition aux perturbateurs endocriniens. Mais plus on fait attention, par exemple les plastiques, de ne pas les chauffer, les bougies parfumées, certains vêtements synthétiques que l'on porte, certaines lessives
contiennent des perturbateurs endocriniens, les produits, les serviettes hygiéniques à usage unique, enfin les serviettes hygiéniques jetables qui contiennent des pesticides et des perturbateurs endocriniens, tout ça, je vous invite à les supprimer complètement parce que lorsque on est exposé à des perturbateurs endocriniens, c'est un potentiel cancérigène. Est-ce que le sport aide en préventif? Tout à fait. Le sport va aider pour quasiment tous les types de cancers parce que le sport a une activité, a une action anti-stress, donc ça va, et le stress est un facteur de risque très important du cancer. Anti-stress, l'activité physique va équilibrer les hormones. Après, quand on dit sport, c'est pas forcément, enfin, moi je préfère dire activité physique, par exemple, ça peut être juste de la marche régulièrement. Donc tout à l'heure, on avait dit alimentation, activité physique, de la vitamine D, le sommeil très important, et tout ce qui est stress et gestion des émotions, parce que le cancer, comme d'autres maladies, vont apparaître après souvent des épisodes de stress très intenses, des chocs émotionnels. Donc vraiment faire attention à tout ça. Alors ici, le but n'est pas de vous faire peur, de vous alarmer. Le but, c'est vraiment que vous ayez les clés de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre échelle. Parce que oui, on peut faire des choses pour se protéger. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais ou que ça va arriver si jamais vous ne le faites pas. C'est pas du tout dans ce sens-là. Alors, attends d'autres questions sur le cancer du sein. Tout à l'heure, j'ai parlé de la prise en charge, j'ai parlé surtout des traitements médicaux, de la chirurgie. Mais bien sûr, la prise en charge psychologique, c'est tout aussi important. Toutes les patientes chez qui on diagnostique un cancer du sein ont une prise en charge psychologique. Elles vont voir juste après la consultation une psychologue ou une infirmière qui va leur expliquer la maladie, les traitements et les prendre en charge. Alors une puberté en général, c'est quand il y a des règles. Ouais, c'est quand il y a des règles. Après, s'il y a des signes pubertaires, ça veut dire que les règles ne vont pas tarder à arriver. Y a-t-il plus de cancers aujourd'hui qu'il y a quelques années? Alors pour le cancer du sein, il n'y en a pas plus. C'est à peu près stable. Il y en a de plus en plus chez les femmes jeunes. Et je pense que c'est sûrement lié à notre environnement, aux produits que l'on consomme et qui inévitablement va avoir une action sur notre santé. Que l'on vit par exemple en milieu urbain ou à la campagne, on n'est pas exposé aux mêmes maladies. Tache brune sous le sein, dois-je m'inquiéter? Comme ça, je peux pas te dire, je te dirais que pas spécialement, mais quand même consulter quelqu'un pour vérifier. C'est plutôt les taches dont il faut s'inquiéter, c'est plutôt des taches rouges comme une inflammation. Ça, c'est vraiment inquiétant. Enfin, si vous avez ça, vraiment consultez très rapidement. Ça peut être juste une infection, mais dans le doute, il faut quand même consulter. Il y a une question qui est revenue aussi par rapport à l'allaitement. Alors oui, l'allaitement peut protéger du cancer du sein si c'est sur une période assez longue. Si c'est plus de 18 mois, c'est un facteur protecteur du cancer du sein. Parce qu'en fait, ça rentre dans le même logique que l'exposition aux hormones. Lorsqu'on allaite, on est moins exposé aux hormones. Lorsqu'on a plus de grossesse, on est moins exposé aux hormones. Et donc forcément, il y a moins de risques. Mais encore une fois, ce sont des probabilités. Parce que j'ai souvent des personnes, des femmes qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai aucun risque, pourquoi je l'ai eu ?» Bah, encore une fois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans ce type de maladie. Et puis il y a des choses qui ne rentrent pas dans les facteurs de risque hormonaux, mais quand j'en reviens à l'hygiène de vie, à la gestion du stress, des émotions et de l'alimentation, qui eux ne sont pas considérés dans les facteurs de risque, mais qui clairement peuvent jouer là-dessus quand même. J'ai mis plusieurs questions sur réponse. J'ai pas compris. Comment palper quand il y a des kystes et des fibromes? Pareil, je t'invite à revoir le début du live où j'ai expliqué comment on fait la palpation.
Mais pour savoir si c'est un kyste ou fibrome, c'est plus une échographie ou une mammographie. Alors 18 mois pour une seule grossesse ou plusieurs grossesses. C'est 18 mois d'affilée. Donc pour une grossesse. La rougeur peut être due aux allergies, lessives, etc. Oui, avant de conclure que c'est une allergie, si c'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui est apparu, il faut consulter pour vérifier qu'il n'y a pas autre chose. Plaque rouge sur le dessin dont je m'inquiétais. Alors, ça c'est un élément important. Si c'est sur les deux seins, a priori, c'est pas quelque chose de méchant, parce qu'en général, on a rarement quelque chose sur les deux seins. Mais si c'est quelque chose de nouveau, qui n'était pas là avant, je te conseille quand même de consulter. A priori, je serais... enfin, comme ça, c'est impossible de dire, mais le fait que ce soit sur les deux seins, c'est plutôt un argument rassurant. Parce qu'on a rarement un cancer sur les deux seins en même temps. Alors, je remonte juste pour voir s'il y a d'autres questions. Et je pense qu'on a fait le tour sur cette thématique du cancer du sein. J'ai essayé d'aller droit au but pour vous donner les principales réponses. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est autopalpation régulière au moins une fois par mois. Donc, revoyez le début du live où j'expliquais la palpation avec la main à plat, où vous palpez toute votre poitrine avec les aisselles. Vous regardez la poitrine également, vérifiez qu'il n'y a pas de plaque, qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau des mamelons, qu'il n'y a pas d'écoulement au niveau des mamelons, qu'au niveau de la peau, tout va bien. Il n'y a pas de rétraction au niveau de la peau. La deuxième chose, c'est bien faire votre suivi de mammographie. Donc le dépistage organisé lorsque la Sécu vous envoie un courrier, c'est à partir de 50 ans. Si votre médecin vous en prescrit avant, notamment à l'âge de 40 ans, comme moi je le fais, il n'y a aucun souci aussi, c'est parce que en fait, il y a autant de cancers à cet âge-là. Par contre, avant 30 ans, c'est clairement pas du tout une bonne indication. Même si on sent quelque chose, on va faire directement une échographie. Bon bah écoutez, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. J'attends encore une petite minute pour voir s'il y a des questions de dernière minute qui arrivent. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été à ce live. J'espère que ça vous a servi. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine fois. Ciao!